In phase. In phase. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'En Phase. Je suis aujourd'hui avec Éléonore, a.k.a. Mashka. Salut Éléonore. Salut. Bienvenue, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais nous décrire le projet Mashka pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas? Bon, c'est toujours délicat de décrire de la musique avec des mots, autres que des notes. Mashka, c'est un alias qui est venu pour incarner, disons, mon appétit pour les frontières, les zones frontalières. Donc, une musique qui serait entre l'organique et le digital, entre la musique de dance floor, plutôt bass, breaké, et tout ce qui est plus down-tempo, trip-hop, voire ambiante, et autres références extra-électroniques. Et aussi entre les arts, parce que Mashka, c'est essentiellement de la musique, mais c'est aussi un projet, en tout cas une esthétique qui défend l'interdisciplinaire. Donc voilà. Après, c'est aussi un alias que j'utilise pour les DJ sets. Je suis résidente sur Rins, France Radio. Et là, c'est plus orienté club, mais c'est toujours accentué sur, disons, une narration musicale. Ok. Question de l'histoire et du symbolisme. Mashka, j'ai lu que ça voulait dire félin, c'est ça? Oui, en serbo-croate. En serbo-croate. Donc tu es productrice, DJ et donc multi-instrumentiste dans ton travail musical, de création musicale. Est-ce qu'on peut revenir, j'aime bien revenir sur le parcours et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé aujourd'hui à travailler sur ce projet et sur ton projet musical? Aussi loin que tu peux te rappeler, est-ce que tu peux nous raconter ta découverte de la musique ou qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique ou de créer tout simplement? De la manière dont tu le souhaites, ce qui te paraît pertinent de nous dire comment la petite Éléonore a commencé à s'orienter vers son destin de Mashka. C'est dommage qu'il n'y ait pas un divan, parce que c'est un peu la psychanalyse de la musique. Oui, tout à fait. Alors, donc sans divan, mais avec conscience, je viens d'une famille d'artistes, et donc c'est un bagage qui était déjà là très jeune. Ma mère était productrice de jazz, donc elle a fondé un label au Japon qui s'appelait Pan Music, comme le dieu Pan. Bon, j'ai baigné dans ça parce qu'il y avait... on habitait dans une maison, mon père était artiste peintre et il y avait plein d'artistes qui passaient. Et puis à l'étage, il y avait ma mère qui avait son studio de prod. Ok. Et donc j'ai, disons, croisé beaucoup de musiciens, grandi avec ces esthétiques-là. Elle était par exemple très proche de Don Cherry. Donc c'était des musiciens de jazz que maintenant encore je peux écouter pour certains. Il venait enregistrer, donc il y avait un studio à la maison, il venait enregistrer là? Ou il venait plutôt finir des morceaux? Non, elle était productrice, vous savez, celle qui au sens label. Voilà, l'argent sur la table. Et oui. Et ce sens-là, et non, c'était plutôt... Il venait signer en fait. Voilà, signer, je pense, discuter. Remplir des documents. Sûrement. Négocier. Oui, et puis aussi lier des liens, je pense. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Ensuite, le premier rapport que j'ai eu à un instrument, c'est qu'en fait, un des musiciens qui avait produit ma mère lui devait pas mal d'argent. Et ma mère est quelqu'un de très gentil qui ne demande pas d'argent aux gens. Et un jour, il a dit « Bon, j'ai pas l'argent pour te rembourser, mais par contre, j'ai un piano. » Donc elle a reçu un piano, un vieux piano de ce pianiste qui n'en voulait plus. Et le piano a atterri dans ma chambre. Ok. Et je me suis tout de suite mise au piano. Ça a été mon premier contact avec un instrument dont je me souviens. À quel âge à peu près? 6 ans, quelque chose comme ça. Ok. Énorme. Belle anecdote, c'est peu commun. Après, un piano dans sa chambre, c'est aussi comme un ami. Enfin, d'aussi loin que je me souvienne, le piano, et c'est encore le cas, c'est un personnage qui me rassure, parce que c'est très réconfortant, ça prend beaucoup d'espace dans la pièce. C'est très facile d'avoir un son dessus qui sonne juste, c'est l'intérêt, ou du moins l'avantage du piano. Et oui, c'est un instrument qui est très réconfortant, je trouve. Et donc, tu as commencé à pianoter au feeling
Ou tu allais prendre des cours dans la foulée. Comment tu as progressé avec ce piano? Au départ, oui, c'était au feeling. Et après, très vite, j'ai pris des cours, d'abord en particulier, et puis après au conservatoire. J'ai intégré le conservatoire assez rapidement. Ok. Et donc, j'ai une formation classique en piano. Donc, j'étais jusqu'au diplôme après. Ouais. Ok. Ton compositeur préféré que tu préfères jouer? Ravel. Ok. Ravel et Rachmaninoff. Technique. Très agréable aussi. Ok, trop bien. Le parcours conservatoire, du coup, j'imagine, on se fait cette image que c'est un truc très dur, très technique, qui demande énormément de travailler, mais j'imagine que ça, c'est vrai. On a aussi, je pense, pas mal de musiciens sortis du conservatoire qui sont de très bons interprètes, mais qui vont pas forcément faire ce pas ou s'ouvrir à la création. Comment toi, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé, que tu faisais déjà en parallèle de ces études, ou est-ce que tu t'es tourné après à un moment? Enfin, quand est-ce que c'est arrivé, en fait, cette envie de créer ta propre musique? C'est très lié, oui, à mon parcours classique. J'étais au conservatoire en piano. Et en même temps, j'étais en classe préparatoire Hippocagne-Cagne aux grandes écoles. Et dans tous ces impératifs, ces devoirs et ces exigences, j'avais besoin de trouver un espace de lâcher prise et un peu de naïveté dans ma sensibilité. J'ai eu besoin de ça et incidemment, à ce moment-là, quelqu'un m'a dit « Mais si tu veux, je t'installe Ableton sur ton ordi ». Et j'ai dit « Ben oui, curieusement, en étant curieuse ». Et donc, c'est venu comme un endroit, donc j'entends Ableton, où j'ai pu justement plus penser à la technique. Et j'utilisais pas de clavier à ce moment-là, enfin au tout début. Et je commençais à tâter la flûte traversière. Et puis j'ai eu des petites percussions que j'ai ramenées de certains voyages. J'ai aussi... j'avais ma voix. Et j'enregistrais tout avec mon ordinateur. Donc c'était vraiment très low-fi. Oui, c'était un peu un contre-pied, en fait, à toutes les injonctions, à être interprète et à être un peu au service de techniques, d'œuvres plus grandes que nous, que ce soit dans la classe préparatoire, à étudier des grands auteurs, des grands philosophes ou écrivains, et d'autre part des compositeurs donc de musique plutôt classique. Qui sont un poids aussi d'histoire. Petite parenthèse, parce que j'aurais dû te demander, quand tu m'as dit tes compositeurs préférés que tu préférais jouer, j'aurais dû te demander pourquoi Ravel et Rachmaninoff. Petite parenthèse là-dessus. Oui, Ravel pour les couleurs, pour la douceur aussi. La douceur qui s'éparpille, mais qui a toujours un centre. Il y a plein de couleurs. J'aime beaucoup ça pétille. Pour son symbolisme aussi, notamment l'œuvre Jeux d'eau, au pluriel. Il faudrait que je révise Ravel, je suis désolé. J'irai après cet épisode, c'est très agréable continue. À écouter en vélo d'ailleurs, tu dis que tu fais du vélo. Donc, Jeux d'eau, c'est... on peut vraiment s'imaginer l'eau et toutes ces couleurs et tous ces réfléchissements. J'aime beaucoup ça, la puissance de suggestion. Et Rachmaninoff pour l'aspect de puissance et la percussivité. Et il y a aussi une douceur chez Rachmaninoff, je pense, en contre-pied de cette puissance-là. Et elle me plaît bien. Ok. On sera plusieurs, je pense, à aller réécouter ces compositeurs. Et donc, on disait que tu avais besoin de trouver un espace à toi... peut-être moins technique, plus exploratoire ou plus irréfléchi. Et donc, tu te mets à faire des choses sur Ableton. Ouais. À quoi ça ressemble alors à ce moment-là? À ce moment-là, ça ressemble à un album que j'ai sorti. D'accord, directement. Non, pas directement, justement. J'avais ces morceaux que j'avais plus ou moins disséminés sur SoundCloud. Et après, j'ai sorti d'autres morceaux plus tard quand j'ai commencé à plus ou moins me professionnaliser. C'était pas encore le cas, mais presque.
Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de rendre hommage aussi à cette partie naïve de ma création, parce que c'est quelque chose que je veux soigner dans mon être aussi, cette part de naïveté-là. Et donc, c'est sorti sous l'album Yokai, qui est en fait une compilation de certains morceaux d'une manière... Oui, ok. D'ailleurs, il est entre parenthésés 2016-2014 Exactement. à l'envers. Ouais. C'est Voilà, marrant. c'est parce qu'on part de 2016 et on arrive vers 2014. Ok, on remonte le temps dans ta naïveté. C'est ça, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pas mal de boucles répétitives. C'est des voix qui sont assez fantomatiques. D'ailleurs, l'album s'appelle Yokai aussi pour ça. Pourquoi ? C'est quoi Yokai ? C'est des esprits qui peuvent être des fantômes aussi ou des objets, parce que ça vient du Japon et le Japon a une philosophie, une spiritualité animiste. Donc il peut y avoir, une table peut être incarnée par un yokai. Et donc c'est un rapport autant au fantôme, du coup au passé, que à l'esprit qui anime les choses. Ok, ouais, trop bien. Voilà. Donc ça ressemblait à ça, avec des voix en boucle, pas mal de claviers, c'était tout des VST, qui étaient peut-être plus proches des orgues. J'ai toujours beaucoup aimé les orgues. Je pense aussi parce que j'aime bien jouer du Bach aussi. Et après, pas mal de petits bruitages. J'ai un morceau où j'avais juste enregistré un bruit de papier froissé, c'est devenu une rythmique un peu pitchée. C'était beaucoup de tâtonnements, mais je trouve qu'il y a pas mal de poésie dans ce tâtonnement-là. Et en parlant de poésie, d'ailleurs, c'est une époque où j'écrivais beaucoup de poésie. Et c'est pour ça que j'avais aussi voulu faire de la musique chez moi, dans mon coin. Ok. Et pour illustrer mes textes. Donc c'était plutôt venu du texte poétique. Il y a quelques morceaux où il y a un peu de bribes. On entend quelques phrases. Mais c'est pas resté comme... c'est pas le texte et après il y a une illustration musicale. C'est plutôt la musique qui vient essayer d'incarner l'esprit du poème. Voilà. Mais alors, ce morceau, cet album, pardon, il est déjà très empreint de multiples influences, et notamment électroniques. Et tu nous en as pas parlé de ta découverte ou de tes premiers émois électroniques. À quel moment c'est arrivé, comment ça s'est fait, parce que jusque-là on a Éléonore qui a eu un piano dans sa chambre, qui va au conservatoire, mais il y a aussi maman qui est dans l'univers jazz. Mais comment est-ce qu'on rajoute de la musique électronique et des influences que tu nous as dit au début, de trip-hop, de basse musique, de jungle aussi. Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, dans tes oreilles ? Je pense de manière assez classique, parce que j'ai commencé à faire la fête assez jeune, au collège, et donc j'étais beaucoup en club et aussi un peu en free party. En France, oui, t'as grandi en France, à oui. Paris, ouais. Non, j'ai grandi d'abord en Île-de-France et après à Bordeaux. Ok. Et donc c'est plutôt venu à Bordeaux. La bass music, ça a tout de suite été une musique que j'aime. C'était comme ça. J'aime... parce qu'en fait, j'aime aussi beaucoup danser. J'ai fait beaucoup de danse classique et après de hip-hop. Et c'est peut-être aussi pour le hip-hop que la bass music et notamment tout ce qui est breaké me plaît pas mal. Ça parle à ton corps. Totalement, ouais, pour m'avoir sur le dance floor, il suffit de mettre du break. C'est assez simple comme ça. Donc ça, c'est la partie électro-dance. Et après, c'est par d'autres musiciens en fait que j'ai rencontrés au collège-lycée, parce que j'étais aussi en classe horaire aménagée musique, et puis je traînais aussi avec d'autres musiciens qui produisaient déjà un petit peu. Et alors, ce qui est venu sur la table, c'est plutôt l'IDM en premier. Donc j'ai beaucoup écouté Boards of Canada, Aphex Twin, assez classique comme ça, et puis aussi Clark. Et, Played. Oui, complètement. Played et Au Cœur. Au Cœur qui est, je crois, lyonnais, ou en tout cas qui est à Lyon. Moi aussi, j'ai beaucoup écouté ça, je me rappelais plus que ça existait. J'ai réécouté il y a très peu de temps et c'est toujours un plaisir. Il a continué à faire des trucs ou c'est un vieux dossier ? Je crois il y a des choses récentes ? Il y a des choses récentes, mais plus ambient soundscape, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, oui, les albums qui me tenaient à cœur, quoi, Memento, des choses comme ça, c'est toujours aussi... Say 7. Oui, Say 7. Say 7, pas mal. Qu'on a reçu. J'ai vu... J'étais si fier.
Et oui. Donc ouais, on voit ouais, toute cette influence IDM, mais qui est pas forcément donnée à tout le monde. Enfin, il fallait aller la chercher, il fallait aller les chercher ces artistes, où il fallait être dans des réseaux qui se faisaient passer le mot, le bon son. Ok, mais du coup je comprends puisque j'ai un peu eu le même parcours, enfin la même, les mêmes découvertes d'influence. Donc trop bien. Et du coup tu décides d'acheter une flûte à un moment. En fait, ma mère avait une flûte. Ok. T'avais déjà un peu essayé. Voilà. Ouais. Donc la flûte traversière, c'était... T'avais pas assez de travail entre le piano et ton programme me semble déjà assez chargé à l'époque, mais tu te rajoutes un petit, en plus de ta découverte d'Ableton, tu te dis je vais commencer un nouvel instrument. Oui. Ou t'en avais besoin peut-être pour ça. J'ai besoin d'être stimulée tout le temps. Et je pense que je connais quand même plusieurs personnes autour de moi qui peuvent fonctionner pareil de par leur perfectionnisme, d'avoir l'impression de jamais faire assez. Mais en même temps, d'autre part, c'est aussi une manière d'être stimulé toujours dans le sens d'apprendre en fait des nouvelles choses. Et donc oui, la flûte traversière, c'est venu, je pense, comme ça. C'est une envie de compléter une palette, mais aussi de découvrir une autre manière de jouer, parce qu'un instrument avant, c'est pas comme un instrument percussif ou un piano. Non, c'était une curiosité. Ouais, je comprends. On va revenir du coup un peu sur ce qui s'est passé après. Enfin, parce que Yokai, tu l'as sorti après un premier EP. Après des singles. Un single, pardon. Cachemire. Oui. Et juste, question préliminaire, est-ce que tu vis de la musique aujourd'hui ? Oui, je suis intermittente du spectacle. Félicitations. Donc Cachemire en 2020. Pourquoi ce titre était au-dessus des autres au point de devenir ton premier single officiel et pas juste un morceau de plus sur SoundCloud ? Parce qu'il y a un label, enfin un collectif, disons, ils sont pas vraiment localisés, c'est Color Squad Records, qui a beaucoup sorti d'IDM, pas mal d'IDM. Ça ressemble un peu dans la vibe de Touched Music, pour ceux qui connaître. Et donc, c'est français ou c'est international ça ? C'est international. Dans les artistes et les producteurs, il y avait des gens de beaucoup de pays différents. Donc je ne saurais pas dire de quel pays ils viennent. Et ils m'ont contacté pour une compilation. Et ils ont vraiment adoré ce morceau. Ça m'a fait très chaud au cœur. Et donc, en fait, d'abord, c'est sorti sur leur compilation. Et puis, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de le sortir comme ça. Parce qu'en fait, il était sur Bandcamp, un peu caché. Et j'ai eu envie de le sortir ensuite par mes propres moyens. Ok. Et du coup, à cette époque-là, tu as une page SoundCloud que tu alimentes régulièrement avec tes recherches. Et pas... Est-ce que tu as déjà une envie de développer ce projet, de lui donner plus d'ampleur, de l'alimenter, ou est-ce que tu sais où ça va, ou c'est comme ça ? Non, je me laisse porter. C'est pas du tout... j'ai même jamais réfléchi... à ce moment-là, j'avais jamais réfléchi à devenir musicienne ou autre. Enfin, je faisais beaucoup de choses différentes. J'ai fait du journalisme, j'ai fait de la recherche, j'étais professeur de musique, et tout ça, c'était autour de la musique. Journaliste en presse musicale, presse spécialisée, recherche à l'EHESS en philosophie de la musique. Enfin, j'ai tout tourné autour de la musique, donc ça, c'était évident. Après, de là à me dire je vais être artiste ou quelque chose comme ça, ça m'a juste pas traversé l'esprit, en fait. Et un jour, j'avais un ami qui était booker, enfin qui était en train de devenir booker, et j'avais juste mes morceaux sur SoundCloud, mais c'est à peine si je les partageais sur mes réseaux amicaux, en fait. Pas beaucoup de gens savaient que je faisais de la musique, forcément. Et donc je lui fais écouter, et il me dit mais ça, il faut que tu le joues sur scène, en fait. Et j'avais même jamais pensé à jouer ça sur scène. Enfin, pour moi, la scène, c'était aller jouer dans l'auditorium des morceaux classiques sur un piano à queue. Et
Ou sinon chroniquer des artistes qui montaient sur scène, mais j'avais pas fait forcément un lien dans ma tête où... Tu te voyais pas dessus, en tout cas, sur cette scène. Voilà. Disons que je me réfléchissais pas comme étant au centre d'un projet musical, mais juste j'aime la musique. Si j'ai de l'inspiration, je sers la musique en la sortant, mais c'était pas une ambition professionnelle en fait. Et après ça s'est fait petit à petit. Après qu'il m'ait dit ça, très peu de temps après, j'étais investie dans un collectif en tant que journaliste et interdisciplinaire derrière le collectif. C'était assez intéressant. C'est quoi ? C'était Do It With Others, un collectif qu'on avait à Romainville. Et représente. Voilà. J'habite à Romainville. Le petit clin d'œil. Et donc on organisait des résidences pour des artistes, des sorties de résidence et puis quelques événements. On avait aussi commencé à tourner un documentaire. Enfin, le collectif s'est vite délité, mais l'esprit était vraiment dans l'interdisciplinarité, construction de décors, musique, podcast, scénographie, tout ça. C'est génial, ces petites émulsions comme ça, passagères. Oui. C'est magnifique. C'est bien. Inspirant. Et donc, de par ce collectif, j'avais rencontré un label où ils avaient entendu parler de moi, je sais plus trop, mais on était en lien. Et à ce moment-là, ils me proposent de sortir quelque chose sur leur première compilation. Ils font une release party et après, à partir de là, j'ai enchaîné les concerts en fait. Ok. Donc j'ai pas cherché. Enfin, je me suis pas dit je vais être professionnelle et puis je vais chercher des dates. Je pense que j'attendais une sorte de. Faut que ça soit une sorte d'appel. Après, c'est un peu peut-être encore naïf, mais je l'ai vécu comme ça en tout cas. Et tu t'es retrouvé du coup sur une vague sur laquelle tu t'es laissé porter. Enfin, en tout cas, c'était le bon moment et ça s'est fait quasiment tout seul. C'est chouette. Mais quand même, comment on passe d'uploader parfois des morceaux sur SoundCloud à jouer en live, il y a eu quand même un petit process où j'imagine que t'as dû. Enfin, c'est pas si facile de reprendre ces prods qu'on a fait. Avec un début, une fin, et de se dire comment je vais les jouer sur scène. Tu peux nous parler un peu de tout ça ? Oui, j'étais jamais remontée dans ces souvenirs-là. C'était il y a 3-4 ans. Et donc la même semaine, j'avais 2 concerts. C'était les premiers et j'en avais 2 à la suite. Un au Note à Paris et le second à la Java. Donc oui, j'étais stressée comme toujours en fait. Je crois que je suis autant stressée aujourd'hui par les concerts qu'il y a tant d'années. Mais enfin, je l'ai vu comme un... Oui, encore une fois, c'était un pas le choix et une nouvelle chose à tester. Et donc ça... Je sais pas, il y a un truc assez... C'est l'adrénaline, je pense. C'est assez excitant, stimulant de dire bon, j'ai jamais fait ça et il faut que je le fasse. Oui, ça te plaît apparemment. J'aime bien. Ouais, du coup, ça va être ce moment où, de manière très condensée... faire plein de recherches, demander des avis à des gens ou pas, ou observer plein de vidéos sur Internet, ou y aller au feeling en même temps, commencer à essayer de voir Ableton d'une autre manière, et puis tout ça en 2 semaines et faire un live. Quoi. Ah oui. Et j'ai été très ambitieuse sur mes premiers lives, c'est-à-dire que j'avais 2 claviers, 2 contrôleurs, plus mixette. Et donc c'était un peu beaucoup, je pense, pour un premier setup en étant seule, je pense. Mais petit à petit, ça s'est précisé, quoi. Tout dépend comment tu as structuré un peu ta session et ce que tu contrôles. Tu te souviens ce que c'était un peu ? Oui, en fait, justement, à l'époque, je crois que je contrôlais tout, quoi. Enfin, pas tout, bien sûr, mais j'avais un push. Et donc, je lançais les boucles en temps réel. Je pouvais changer les morceaux ou mélanger les morceaux. J'avais aussi les volumes en direct de toutes les pistes, sachant que j'avais pas fait des bus de pistes par section. J'avais peut-être 30-40 pistes, un délire. Plus les synthés, du coup, et les effets. Donc, je pense que, oui, en fait, plus il y a d'expérience, plus il y a de l'organisation et de la structure. Et je crois que la structure, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, ce qui m'amène à me dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus professionnelle qu'avant, où c'était des essais-erreurs. C'est la structuration. Et oui. C'est une forme de design, de design sa session, de penser simplicité et puissance en même temps. Essentiel, oui. Ouais. Oui, complètement.
Ok, mais du coup, tu nous avais sauté quelques étapes. Tu avais acheté un peu de matériel, tu avais agrémenté un peu tes outils autour de Ableton avant avant de devoir faire un live en 2 semaines. Oui, Tu avais oui. un push, tu avais peut-être des claviers, Mm. d'autres contrôleurs. Non, j'avais une mixette, je sais plus, Akai, enfin, j'avais un Akai MPD, voilà, 26. Oui, entre-temps, j'avais acheté par-ci par-là un peu de matos, quoi. Ouais. Et comment t'apprenais tout ça? Tu te butes sur YouTube à regarder ce que font d'autres personnes, ou t'as des pairs à qui tu peux demander conseil, des potes qui font du son, comment t'arrives à évoluer et à progresser dans ce taf? Ou est-ce que c'est juste du travail et tu cherches Tu veux dire pour le live sur la technique, ouais, un peu sur le côté technique de Ableton et de la production, quoi, pure et dure, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Enfin, d'abord, il y a les ambitions. C'est-à-dire que enfin, si mes ambitions grandissent à mesure que je travaille, je vais avoir besoin de plus d'outils techniques pour y arriver. Donc, effectivement, je vais consulter des gens que je connais. Ça peut être des fois des vidéos tutos pour des choses très précises, mais je suis plus partisane de l'échange humain en direct. Donc, oui, je suis pas mal entourée d'ingénieurs du son ou de gens qui font de la musique. Plus de gens qui font de la musique pas électronique, mais ça m'aide aussi à progresser. Enfin, c'est un aspect qui est très important pour moi, c'est progresser sur vraiment la composition musicale et la pensée de la musique en elle-même, peut-être même plus que la technique. Et après, quand j'ai des envies techniques qui vont suivre ces idées plus générales, après là, je vais aller peut-être demander à des gens autour de moi. Ouais, bien sûr. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pour ce live? Tu as créé Est-ce que tu as recréé Est-ce que tu as recréé une nouvelle œuvre, en fait, avec pas mal d'improvisation dedans? Ou est-ce que tu es allé reprendre tes morceaux, des bribes de morceaux que tu avais composés pour essayer de les rejouer? Comment tu as choisi de travailler? Au départ, donc à mes premiers lives, tu veux dire? Ouais. C'était un mélange des deux. J'ai pas mal composé de morceaux pour le live, les premiers temps que j'en faisais. D'ailleurs, il y a pas mal de morceaux qui sont venus de là. Le premier morceau de mon album, ça vient d'un live. Je crois que je l'avais composé la veille. J'étais en mode, il me manque un morceau, j'ai envie d'un truc à je sais plus, 120. Ok, c'est parti. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de prods qui sont venus de cette dynamique, en fait, de le présenter aux gens. T'as un peu plus de place à l'improvisation, du coup, quand tu faisais ces premiers lives, tu te disais, bon, là, j'ai une tourne et puis je vais improviser au piano? Ça pouvait. J'essaie de me rappeler, ça remonte quand même. Bon, après, on va parler d'aujourd'hui. D'accord, ouais. Il se passe 3 ans après Cachemire, jusqu'à aujourd'hui, fin l'année dernière, où tu présentes un nouvel EP de 6 titres, 6 titres. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Est-ce que tu t'es dit, je vais sortir un nouvel EP? Est-ce que tu avais un objectif? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu en es arrivé à sortir cet album? Alors cet album fait partie d'une série de 4 albums que j'ai composés du coup pendant ces 3 années sous forme de maquettes qui sont un peu des pâtes à remodeler sur l'instant où je voudrais les sortir. Donc il y a une histoire, c'est un cycle. Celui-là il représente l'eau. Donc c'est le premier du cycle. J'en ai pas raté 3. Non, c'est ça, c'est le premier du cycle. Et donc l'eau, inspirée de l'eau et les rêves aussi de Bachelard, et tout le rapport à l'onirisme qui est incarné dans le clip qui accompagne l'album du morceau Silver Night. Magnifique. Beaucoup de travail d'équipe. Ouais, on en parlera peut-être un petit peu de ce clip. Je te relancerai dessus. Et donc, en fait, au moment où j'ai voulu sortir du coup le premier chapitre, disons, de ce cycle-là, je me suis dit, comment l'actualiser au présent? Parce que l'énergie, elle est là. Enfin, les atmosphères, les intentions musicales et émotionnelles, elles sont là. Maintenant, j'ai envie de redonner une patte d'aujourd'hui
même si c'est des morceaux que pour certains j'ai composés il y a 1 an, d'autres 2, 3. Et donc j'ai invité d'autres musiciens en fait à travailler avec moi sur l'album pour avoir autant une distance, un regard nouveau et aussi d'autres sensibilités avec lesquelles travailler. Pour moi qui suis pas mal une solitaire dans le travail de base. Ok. Et je me soigne comme ça. Manifestement. Ça a produit un très bon résultat. Merci. Donc j'ai invité d'abord Antoine Brunet, qui est bassiste sur l'album. Antoine, avec lequel on a le même parcours. On était en classe préparatoire ensemble à Bordeaux. Ensuite, il a été à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, où j'étais aussi, en musique. Et ensuite, il a tout lâché pour faire de la basse. Donc on a vraiment le même parcours. Et il y a une affinité certaine sur la manière d'écouter et de travailler, je trouve. Donc il est venu soit reproduire, soit rejouer des parties telles que je demandais, soit aussi apporter des suggestions ou des bribes de mélodie. Ensuite, il y a eu Antoine Brochin. C'est très pratique de travailler qu'avec des Antoine dans le studio. Ça peut être un réflexe. Antoine. Oui. Et donc Antoine Brochin qui gérait qui vivait et qui gérait dans un squat artistique dans lequel j'ai pas mal joué, travaillé. J'ai monté mon live audiovisuel là-bas aussi. Et qui est un super batteur qui travaille avec l'électronique, mais en projet perso. Et lui aussi, c'était la première fois qu'il travaillait avec d'autres artistes, et surtout sur un projet qui n'était pas le sien. Donc c'était très intéressant, enrichissant. Et puis avec Camille Castellanos, qui est ingénieur du son, qui est venu aussi m'épauler sur le mix et la pensée de l'album en général. C'est quelqu'un qui gère un studio associatif dans la Creuse. C'est un projet très intéressant, autant esthétiquement que politiquement. C'est paumé dans la forêt en Creuse. Et il y a un versant anarchiste aussi dans leur philosophie. Et voilà, donc c'est toutes ces énergies-là qui sont venues remodeler ou plutôt réactualiser, en plus de ma propre sensibilité qui avait changé à ce moment-là, ce premier chapitre. Ok, ouais, trop passionnant certainement de te confronter d'un coup à d'autres regards, d'autres manières de voir ou d'entendre. Sur ces morceaux, donc c'est toi qui avais une trame, tu avais écrit une trame générale et puis après tu invitais les Antoine à venir se placer sur les choses que tu voulais, peut-être à remplacer des parts de batterie ou de basse que tu as, pour injecter un truc qui t'échappe peut-être un petit peu. C'était, pour être honnête, c'était beaucoup de leçons sur l'électronique, sur ce qui était possible aussi avec entre mes ambitions et techniquement ce qui est possible, quoi. Parce que j'ai une vision, en fait, je le comprends de plus en plus, c'est devenu plus clair, c'est que j'ai une vision très orchestrale, mais non spatialisée. Donc j'ai une esthétique aussi assez feuillage, et puis j'aime le flou. Donc avec tout ça, bon courage. J'avais envie de vraiment mêler des batteries acoustiques avec mes batteries électroniques. Que les batteries acoustiques deviennent parfois des textures, comme je le faisais avec des samples de batterie, des samples de batterie tout simplement, et qui des fois reprennent l'impact d'une batterie rock. Et ça, tout ça, c'est en fait c'est un énorme travail je pense, de maturité. Que je dirais pas que je l'avais pas à l'époque, mais j'avais pas encore fait cette EP, et donc c'est maintenant que je l'ai fait que j'en ai plus. Donc ça. Mais c'est quoi? C'est des choses que tu entendais dans ta tête et que tu essayais de reproduire derrière? C'était des envies, des idées, et des idées qui se confrontent à la réalité, en fait. Mais je pense que je suis très idéaliste, et je pense qu'il y a une part d'idéalisme dans le processus de création. Et en fait, de l'idée à sa matérialisation, il y a toute une série d'embûches, d'embuscades du concret. Et là, en l'occurrence, c'est de faire rentrer des batteries acoustiques avec des batteries électroniques, tout en faisant rentrer des basses digitales avec une basse acoustique. C'est fréquentiellement hyper complexe. Même si, en termes de texture et de timbre, ça peut être vraiment intéressant. Ça aurait demandé en fait pas mal de recherches inversées, je dirais, de partir des instruments acoustiques pour ensuite
pouvoir les remodeler et les faire se compléter avec de l'électronique et pas l'inverse. Parce que là, c'était un travail de sculpture vraiment hyper précis et qui demandait beaucoup d'écoute. Enfin, disons que voilà, l'écoute, elle est limitée, je pense. Enfin, la capacité de concentration d'écoute. Et là, je voulais le sortir tel que je le pensais à ce moment-là. Donc, j'ai pas voulu passer 5 ans dessus. Et je pourrais aussi l'avoir mis de côté et le ressortir dans 5 ans, mais je me suis perdue dans ce que je dis là. Mais donc, attends, c'est pas des problèmes de... Enfin, il y a un problème de mixage, évidemment, pour que tout s'entende, mais tu penses que c'est un problème aussi de vraiment d'arrangement, plutôt, de dire de quelle place tu donnes à chaque chose. Et c'est ça qui, quand on arrive peut-être dans le concret, et ça sort pas pareil que ce qu'on avait en tête, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça, et je pense qu'il y a une sorte de non-choix, enfin de double envie, non-choix ou double envie, je ne sais pas, au choix, entre une esthétique très atmosphérique, où finalement beaucoup d'éléments deviennent des textures, et une envie aussi d'impact et de place très précise des instruments. Donc c'est une envie de flou et de clarté en même temps. Et donc... En fait, tu arrives vite à des choses très chargées parce que ton esprit foisonne et la difficulté, c'est de limiter ce que tu donnes à entendre, peut-être. C'est ça le challenge là-dedans, enfin, en tout cas ce sur quoi tu as travaillé. Oui, peut-être, ouais. On peut dire ça. On peut parler du clip de Silver Night. Tu as travaillé, j'imagine, avec un réalisateur ou avec une équipe où oui. tu as été la chef d'orchestre de cette œuvre. Les deux, en fait. Ouais. Tu avais une idée assez précise en tête par rapport au thème de l'eau. Pardon, je laisse parler. J'ai visualisé le clip. Je fermais les yeux, j'ai écouté ce morceau et j'avais le scénario. Okay. Et je l'ai vraiment visualisé comme ça, dans le sens où j'en ai parlé à un ami quand j'ai eu l'idée, juste après avoir eu l'idée, bien sûr. Et après, je ne l'ai pas revu pendant peut-être 1 an. Et puis, il a vu le clip et il m'a dit « Mais c'est dingue, c'est exactement ce que tu m'avais décrit. » Je fais « Waouh !» Alors qu'il y a eu beaucoup de sensibilités et de personnalités différentes qui ont intégré le projet entre-temps. J'ai été épaulée par une super équipe technique qui étaient presque tous à Louis Lumière, donc une école de cinéma française. Et donc ça a aidé pour la coprod, ils ont prêté du matos, ils ont été là pour tout ce qui est technique lumière. J'ai une super chef-op, Elsa, qui a vraiment trop géré. Et après aussi les 2 danseurs, enfin il y a une danseuse et un danseur qui sont aussi acteurs dans le clip, qui sont des amis assez proches et qui sont venus rajouter aussi leur poésie. Donc, voilà. Trop bien. Combien de temps et d'argent, si tu acceptes de le dire, ça demande de créer un clip comme ça? Ça demande beaucoup de débrouillardise si on ne veut pas atteindre 10 000 voire 20 000 euros. Ouais. Donc beaucoup de débrouillardise, beaucoup d'organisation. Je dirais que en fait, le tournage a duré moins d'1 semaine. Par contre, toute la mise en place, l'organisation des plannings, comment on va trouver ce matériel, comment on va pas dépenser 1 milliard pour les décors, mais on va se débrouiller avec des idées peu chères. Et ça prend 2-3 mois. Ouais. Voilà. De pré-prod, pour être le plus efficace possible oui. en tournage. En tournage, ouais. Et ça a été tourné où, là, ce plan final magnifique, les pieds dans l'eau? C'est dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ok. Il y a un lac, du coup, la forêt après est immense. Et, c'est très beau. C'est très après, beau. il y a un traitement aussi de l'image qui est très beau. Mais c'est vrai que du coup, ce plan final, il est incroyable. C'est une fresque, quoi. C'est un peu pensé avec des références à l'art pictural. Et un peu la Pietà ou des tableaux comme ça. C'est vrai qu'on a eu des très beaux levées de soleil. Donc c'est des moments où on avait tous fait une nuit blanche, sauf l'acteur qui avait fait une petite sieste dans le hamac, mais sinon on était tous... non, c'est normal. Et on était tous sans sommeil.
Après, c'est assez drôle parce que cette forêt et ce lac sont magnifiques, mais on n'avait pas prévu, enfin j'avais pas prévu pendant le repérage qu'en fait c'était aussi un endroit, un haut lieu de prostitution de la région. Donc il y a des rencontres. Petite anecdote assez drôle, il y avait surtout beaucoup de préservatifs par terre qu'il fallait enlever pour tourner les scènes avec nos petites mains. Mais aussi, il y avait beaucoup de voitures qui passaient pour ces raisons-là, pour s'arrêter, et puis ils partaient quand ils nous voyaient. Mais aussi, on a eu des policiers qui sont venus parce qu'ils pensaient qu'on tournait un film pornographique. Pourquoi ils sont à moitié nus, vos copains, là-bas? Donc voilà, j'ai dû bien leur expliquer que non, c'était pas... Et ils sont partis alors qu'on n'avait pas d'autorisation, donc juste ça les faisait rire. Mais c'était... Génial. Et dernier truc qui m'a fait tiquer, vous l'avez rajouté en post-prod, le vol d'oiseaux là qui arrive. Non. Incroyable. Non, c'était la magie du moment. Ouais, on était sous ça. Magnifique. Aujourd'hui, c'est quoi ton process de travail? Est-ce que tu as une routine de travail, une méthode? Ça ressemble à quoi une journée type d'Éléonore Machka? Il n'y en a pas. Toutes les journées sont différentes. Totalement. Toutes les journées sont différentes et avec des grandes vagues. Donc dans les vagues, il y a les creux et il y a aussi des débordements. Donc c'est assez fluctuant. Donc selon les projets, les envies, les doutes, les rendez-vous ou les projets qu'on me propose, mais ça varie vraiment d'un jour à l'autre. J'ai pas. Après j'ai mes points d'accroche, donc la pratique d'instruments, le chant, le piano, la flûte traversière. Là en décembre j'ai acquis une magnifique flûte en bambou, donc c'est mon coup de cœur du moment. Il y a ça, il y a aussi beaucoup de réflexion. Je passe beaucoup de temps à écrire, que ce soit des textes, du sens, des symboles ou des envies, des idées, ou sinon des plannings, des organisations. Enfin, je passe beaucoup de temps à écrire en fait. Ouais, à réfléchir. Ok. À planifier, à conceptualiser. Oui, très dans le conceptuel. Je viens de la philosophie, donc... très dans le concept. Ouais, ça t'inspire, du coup, ça nourrit ta musique, ta manière, du coup, de créer et de modeler la musique. Complètement. D'aller chercher conceptuellement. En venant ici, justement, je me faisais la réflexion que je suis musicienne dans le sens où, voilà, je suis diplômée en piano. J'ai compté, j'ai fait 70 concerts. Enfin, j'ai quand même un petit bagage, mais je me considère pas comme musicienne, mais plus... Enfin, je pense beaucoup les concepts de musique avant la musique même. Et le sens que je vais tirer ou que les autres ou que le monde pourrait tirer de certaines pratiques musicales ou manières de le montrer, de consommer ou d'écouter. Enfin, tout ça, c'est assez premier en fait dans mon approche de la création et de la production. D'ailleurs, le mot production en soi-même, moi, il m'interroge. Enfin, pourquoi on produit Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, sur l'album que j'ai sorti l'année dernière, l'EP, La Clé le Serpent, je suis partie d'un concept en fait, qui est le concept de numineux. C'est un concept qui est développé par Rudolf Otto, qui a été repris ensuite par Jung, qui est un psychologue qui m'inspire beaucoup. Ce concept, c'est un rapport en fait au sacré, au divin, comme il appelle ça le mysterium tremendum en latin. Donc il y a un aspect mystérieux du divin qui se cache, mais il y a aussi un aspect effrayant, de terreur qui en émane. C'est un peu aussi l'humilité, finalement, face à ce divin-là qui nous dépasse. Donc c'est quelque chose, c'est symbolique, plus que... Enfin, je veux dire, c'est pas un dogme, je suis pas en train de défendre une spiritualité ou autre, mais c'est plutôt une approche symbolique des choses. Ok. Et donc oui, tu disais que tu voyais en fait ces 4 EP. C'est le premier d'une série de 4 sur les éléments, c'est ça, si j'ai bien oui. Avec les 4 éléments. Oui. Donc c'est le premier d'une série de 4 albums, de 4 EP, pardon, sur les 4 éléments, c'est ça.
Ces morceaux, tu les as déjà composés, donc les 4 à venir? Comment tu sais qu'il y en a 4 en tout? Ils sont composés. Ouais, ils sont posés en tout cas. Ils sont même déjà composés. Ils sont composés, ils sont conceptualisés dans le sens où je vois déjà les pochettes ou les couleurs, je vois déjà qu'est-ce qu'ils racontent et le nombre de morceaux qu'il y a par EP. Ok, mais ils sont posés dans ta tête ou ils sont déjà écrits un projet Ableton pour chacun? Non, il y a des playlists privées sur SoundCloud avec les morceaux. Ok. Et j'en joue Ils sont prêts. Oui, Ils sont terminés. Oui, Ah oui, d'accord. je pourrais les sortir comme ça avec un peu plus de mix, mais j'ai envie, comme l'aigle et le serpent, de les remodeler, les réactualiser. Oui, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, d'accord. Donc là, je suis sur le 2e en ce moment. Et oui, donc c'est des morceaux qui peuvent avoir plusieurs mois, voire années. C'est un peu comme pour... j'ai pas envie d'accrocher le titre, pardon. Pour Yokai. Oui. C'est des morceaux que tu as fait sur plusieurs années. Et tu les réactuelles, tu les remets au goût du jour au fur et à mesure. C'est ça. Par le prisme du coup d'un élément, c'est ça? De l'eau, du feu Je les ai réunis comme ça intuitivement en fait. Dans le sens où j'avais beaucoup de morceaux, notamment la plupart c'est des morceaux que je joue en live. Je jouais jusqu'à présent presque que des unreleased en live. Et puis instinctivement, un jour, je sais plus lequel, je me suis dit, en fait, ces morceaux ils vont ensemble, les 6 là, les 6 là, les 6 là. Ah mais lui c'est le feu et lui c'est l'eau. Et c'était très instinctif. Okay. Mais ça tombait sous le sens, comme s'il y avait une sorte de maturation inconsciente peut-être avant. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on a après un truc clair en tête. Pour moi en tout cas, mais pour d'autres je pense aussi. Et donc voilà, oui, c'est aussi un peu un dilemme, parce que souvent on me dit, mais là aujourd'hui tu fais des nouveaux morceaux parce que je continue à composer en parallèle, c'est pas comme si j'avais plus d'inspi, c'est je continue à composer, mais j'ai envie de soigner le passé un peu et après lui rendre aussi hommage. Aussi j'ai plus de distance avec ce passé-là, donc je vais peut-être plus pouvoir comprendre quel sens il a pour moi aujourd'hui ou quel sens il pourrait avoir dans un peu un écosystème extérieur. Et alors que ce que je fais là maintenant aujourd'hui, peut-être que oui, en ce moment j'ai des prods breakbeat qui sont même un peu ravey, qui fonctionnent assez bien, mais en fait peut-être que dans un an je les aimerais plus, et peut-être que dans un an je me dirais bon c'est sympa, mais il y en a 30 000 des morceaux comme ça, et je vois pas le sens de pourquoi le sortir en fait, enfin pourquoi le soigner, parce que c'est dans le sens sortir un morceau autre que juste le mettre sur SoundCloud comme ça, mais d'en lui donner une image, de lui donner un public aussi, ça prend du temps. Et voilà, du temps c'est de l'amour, je pense. Donc. Le temps c'est de l'amour, ouais. C'est beau. Et du coup, c'est quelque chose vraiment que tu intègres à ton process, de laisser reposer les compos pour la rouvrir 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, et la twister, la retourner un petit peu. Et ce qui te fait te replonger dans le passé, ce que tu disais tout à l'heure, et remettre et ressortir et rajouter par-dessus tout ce que tu as appris entre-temps. Ouais, ça fait sens. Ah Très bien. J'en suis ravie. Là, tu t'es donné en fait des objectifs en fait dans la production, de se dire est-ce que l'année prochaine il faut que je sorte un album ou je sors un EP par mois à partir de maintenant. Là, tu as dit que c'était un peu comme une révélation, où tu avais vu le lien entre c'est un grand mot, pas avec une majuscule, la révélation. Une petite révélation, un petit waouh. Où tu avais vu ces liens, cette connexion entre les morceaux. Est-ce que tu as d'autres objectifs comme ça? Est-ce que tu as des projets en cours, en fait, finalement? C'est ça la question. Oui. Tant mieux, on va pouvoir en parler. Ça fait de la matière à discussion. Voilà, c'est mieux. Ouais, les objectifs, je pense que c'est important, effectivement. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de routine, et de toute façon, même s'il n'y a pas une routine tous les jours, je pense qu'il y a besoin, encore une fois, de structuration du temps et de l'agenda, parce que c'est ça, je pense, une des grandes sources d'angoisse quand on est indépendant, qu'on n'a pas un planning qui est préfixé par l'extérieur. Donc oui, j'ai mes objectifs de sortie. Là, j'ai 3 compilations sur des labels. Après, je travaille en parallèle sur la réactualisation du 2e EP.
J'ai aussi des contacts avec des labels. Enfin, il y a des choses qui demandent aussi du soin, enfin, de maintenir le contact, etc. Pardon, là, maintenant, là, tu mets ton projet Mashka en prio. T'es full-time dessus. Je suis full-time Ouais. dessus. Ouais, je suis full-time dessus. Ok, ouais. Mais donc ça se décompose en sortie d'album, en live, en concert et en date de concert et en DJ set aussi, ouais. avec ton émission sur Rins également, qui doit te demander quand même pas mal de travail. Ben ça, oui. Et après, pour être honnête, enfin voilà, toujours dans ce souci de stimulation. Ouais. Oui, c'est aussi. Je suis là, je suis aussi dans un moment où ça fait 2 ans que je suis intermittente, enfin du coup que je vis de mes concerts. Et où tout en étant très reconnaissante de pouvoir vivre de ça, j'ai envie aussi de nourrir ma créativité et mon temps en fait d'autres choses, parce que je sais que ça va que nourrir aussi la musique et la production. Donc voilà, il y a aussi il y a que Mashka, mais il y a toutes les créativités annexes qui viennent la nourrir. Comment tu travailles ton émission d'ailleurs sur Rins, si on peut faire un petit 5 minutes là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu diffuses? Comment tu prépares? Est-ce que tu as des invités? Comment tu développes ton émission? Rin, c'est quand même une radio électronique, beaucoup majoritairement de DJ. Donc c'est parti du DJ set. D'ailleurs, je savais pas vraiment. Je considérais pas que je savais mixer quand le programmateur m'a proposé une résidence. Donc j'étais très surprise, flattée, et puis ça m'a donné. Encore une nouvelle chose à apprendre. Voilà, je suis très contente. J'adore. Et donc ça a été beaucoup des DJ sets avec des. J'aime me donner, encore une fois, un concept à la racine de pourquoi je vais faire une émission. Même si déjà, oui, elle a raison de partager de la musique qu'on aime, etc. Donc j'ai fait des séries. J'ai fait des fois des émissions, disons des one-shots. Par exemple, j'ai fait une thématique sur la musique psychédélique dans tout ce qu'elle peut représenter, parce qu'elle traverse beaucoup de scènes différentes maintenant en électronique. Après, j'ai fait une série que j'appelais Hybrid Forms, où j'invitais des musiciens et musiciennes qui font des lives hybrides, donc électroniques, mais aussi avec des instruments ou des parties, en tout cas enregistrées par eux-mêmes. En audio, j'entends. Acoustique. Acoustique. Audiophonique. Il commence à faire tard. Voilà. Et donc là, je travaille une interview en amont avec eux. Avec eux dans le sens où ils peuvent me donner de la matière ou ils peuvent m'aider à enrichir l'angle. Sachant que j'étais journaliste auparavant, c'est un exercice que j'aime bien aussi, d'interviewer ou de mettre en valeur aussi le travail de d'autres artistes. Je comprends. Et, du coup, ça me parle. C'est aussi ce qui est en train de se faire là. Merci. Et voilà, là, je suis un petit peu revenue sur les DJ sets parce que j'ai aussi envie de... En fait, je travaille aussi à rejoindre, tout en dissociant, voilà, encore une fois une contradiction, le DJ, mon versant DJ et mon versant live. Parce qu'en live, je fais quelque chose qui est hybride avec du chant, de la flûte traversière, des synthés, où je danse un peu aussi. Et il y a quelque chose de très... un peu de l'ordre de l'ensorcellement, mais du coup mystique, ou trip-hop, voilà. Et puis d'un autre côté, DJ, si je suis bookée à 3h du mat en club, je vais jouer des choses beaucoup plus club, même si c'est ma sélection et ma sensibilité qui est en jeu. Et du coup, là, je reviens un peu plus sur défendre ça sur Rins en ce moment. Ok. T'as un studio? C'est chez toi? Tu peux nous parler de l'endroit où tu travailles, tout ça? J'ai la chance d'avoir une maison. Et donc j'ai une pièce dédiée à ma musique. Dans cette pièce, il y a d'abord mon piano, qui est le piano qu'il y avait chez mes grands-parents qui sont décédés, donc j'ai récupéré. C'est plus celui du jazzman fauché. Non, qui me manque d'ailleurs, il est chez ma mère. Il est toujours là. Ouais. Okay. Il est toujours là, un petit Yamaha très fidèle. Très bien les Yamaha, très sûr. Donc il y a mon piano, il y a mes synthés. Donc là maintenant j'ai un Prophète Rev 2 et qui est principalement mon allié dans les compos en ce moment. Ok. J'ai un micro-Korg qui me permet surtout de
de rejouer en live ou d'ajouter un petit peu de sound design par-ci par-là dans les prods. Pourquoi en live? Parce qu'il est léger, que j'aimerais bien amener mon prophète en live, mais pour l'instant c'est compliqué. Ensuite j'ai beaucoup de flûtes, donc j'ai une flûte traversière alto, j'ai une flûte traversière classique, j'ai des flûtes en bois, donc celle en bambou dont je parlais tout à l'heure. Ok, tu as développé cette passion flûte, Oui, tu l'as poussée. En fait, vraiment, j'ai trouvé, là, depuis ces 2 dernières années, beaucoup d'accomplissements, j'allais dire spirituels, mais c'est presque ça, de conscience du son et de moi-même en passage par les instruments à souffle, et par la voix, le chant. Et ça m'a permis de connecter avec pas mal d'aspects de comment remplir l'espace intérieur, extérieur, comment trouver du soutien, du dynamisme sans être dans la crispation et forcée. Et tout ça, je trouve que c'est des choses qui sont aussi à l'essence de la musique, en fait. Elles mettent dans les compositions aussi à penser la musique autrement, trouver une essentialité, justesse. Voilà. Donc il y a pas mal de flûtes maintenant dans mon studio. Et j'allais abonder en disant que la flûte, c'est peut-être le premier instrument du monde, quoi, taillé dans les os, dans des os d'animaux. Je pense qu'il y a des... Je crois que c'est ça, hein, après, avec sûrement la percu, oui, bien sûr, taper sur des arbres, des peaux. Il y a quelque chose d'assez primitif, ouais. Et il y a aussi la respiration, donc comme tu dis, ça doit certainement faire travailler toute le diaphragme, la colonne d'air, le nerf sympathique. Et du coup, il y a un aspect, je pense, assez méditatif, en plus de tout ce que tu as dit. Je pense que... je comprends cet intérêt. Ouais, c'est méditatif, ça se tient, ouais. Donc, tu as développé ta collection de flûtes. Et finalement, tu as appris toute seule? Tu as travaillé régulièrement? Tu as appris toute seule? Là, l'année dernière, j'ai pris quelques cours avec une professeure de conservatoire, en cours particulier, qui est maintenant quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Teresa, qui est espagnole. Et après, elle me donnait des bases, justement, pour que je puisse développer... c'était vraiment la question de la conscience du son, en fait. C'est l'intention qu'on s'est donnée au départ et qui a été maintenue. Et après, oui, je travaille seule la flûte maintenant. Qu'est-ce que tu entends par la conscience du son? De t'auto-écouter? Oui, en fait, c'est vrai. Mais je pense que de toute façon... D'ailleurs, ça rebondit sur une des premières questions que tu m'as posées au tout début. C'est musiciens de conservatoire, c'est plus des interprètes des fois que des musiciens, dans le sens où après, ils ont envie de... Et souvent, on me dit « Ah, mais moi, je suis pas comme toi, j'ai pas un niveau d'instrument, je suis pas vraiment musicien. » En fait, moi, je pense pas, parce que l'instrument qui fait que quelqu'un est musicien, c'est son oreille. Et c'est vrai que des fois, en se tenant à une partition, par exemple, moi j'avais un côté virtuose dans le sens où j'aime la rapidité. Au piano, j'aimais jouer vite. Et donc c'est impressionnant. Mais en ayant une partition à l'appui, ça développe pas forcément l'écoute, parce qu'en plus, dans la vitesse, c'est très difficile d'écouter. Ça peut être très mécanique, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, l'écoute du son, je pense que je l'ai plus acquis avec la composition sur l'ordinateur, le mixage, et du coup le chant et la flûte. Beaucoup plus. J'ai une question sur le son signature, mais en fait j'ai l'impression que toi tu essaies de ne pas en avoir. Est-ce que du coup soit tu préfères aller explorer des nouvelles choses et essayer justement de ne pas refaire 2 fois la même chose, j'ai l'impression? Oui et non, parce que après il y a mes goûts sûrs, dans le sens où voilà, comme mes gars sûrs, mes goûts sûrs, j'adore les orgues. Oui, donc c'est vrai que j'ai remarqué. J'utilise beaucoup de modélisation de farfisa. J'aime beaucoup les sons d'orgue. Je pense que j'aime beaucoup les sons de musique rock psychédélique des années 70-80. Et ça, le fait de l'injecter dans la musique électronique, breaké, ça pourrait devenir un peu ça, ma signature, en tout cas en ce moment. Et après, les textures, quoi. Tu m'as dit que tu avais acheté un enregistreur nomade, pour pas citer la marque, on peut citer les marques, on s'en fout. Du coup, tu as commencé à enregistrer des choses. À quel moment,
quand tu as commencé à explorer Ableton, tu as eu cette envie d'intégrer des textures réelles, naturelles? Ben oui, direct. Ok. J'adore écouter les oiseaux et les bruits. Enfin, je suis très sensible au bruit, dans le sens où des fois on me dit mais, enfin, t'es folle, ça n'existe pas ce bruit. Et puis après, la personne va marcher quelques mètres et puis il va trouver que oui, il y a un bruit en fait si on s'y rapproche. Donc c'est vrai que j'aime bien écouter la musique enfin, faire de la musique par mon écoute. Je sais pas comment l'expliquer. Des fois, j'entends un moteur qui vrombit et puis en même temps, il y a une trottinette et puis ça fait un contretemps. Enfin, quelque chose que je sais pas, j'ai toujours kiffé avoir ça, quoi. Faire ça. Et du coup, tu le récupères et tu le fais dans ta compo, c'est ça que tu veux dire? Bah, du coup, oui, j'ai voulu enregistrer ces sons-là vu que de toute façon, je les écoute. Et après, les mettre dans mes compos et puis voir qu'est-ce que, sur le moment, comment je peux leur redonner une place dans un autre environnement. Il y a une question comme ça, je pense. Ça permet aussi de se surprendre parfois, je pense, parce que t'as quelque chose d'incontrôlé que tu viens confronter à toi, ta structure très contrôlée et qui sort de ta tête. Et du coup, je pense que des fois, ça peut faire apparaître des choses que tu n'avais pas entendues, que tu n'entendais pas avant, et donner une nouvelle direction, j'imagine. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que c'est une bonne source d'erreurs et pour l'imagination en tout cas. De surprises et d'accidents. Ouais. Et tu fais des sessions où tu vas enregistrer, tu pars avec ton micro à la recherche de prises sonores? Oui, je peux faire ça. Des fois, je l'ai juste sur moi. Ouais. Et des fois, je vais faire des sessions en nature ou en ville comme ça. Ça roule. Comment tu organises cette collection? Difficilement. Ouais. J'ai des catégories un peu grossières. Déjà ville, nature. Ensuite, plutôt rythmique ou plutôt organique dans le sens où il n'y a pas une répétition. Chaotique. Voilà. Oui, chaotique, c'est un bon mot. Effectivement. Ouais. Et après, par territoire aussi. Surtout par territoire, en fait. De me dire, ça vient de ce voyage ou de cette excursion. Comment tu structures tes morceaux? C'est facile, ça, pour toi, d'avoir... Est-ce que tu as la vision globale? Tu te dis, ça va commencer comme ça, après il se passera ça. Tu vois, comment tu réfléchis par rapport à ça, à la structure et au développement dans le temps de tes créas? Ben, c'est vraiment parce que tout à l'heure, je disais que je réfléchissais beaucoup. Enfin, dans le sens, je prends beaucoup de temps pour réfléchir. Mais après, quand il s'agit de composer, je suis beaucoup dans l'impro. Donc, en général, la structure, ça vient d'une improvisation avec moi-même. Donc, j'ai soit déjà plusieurs éléments, soit je les enregistre en temps direct avec mon push, donc où j'utilise des loopers. Et du coup, la structure, soit je vais tester plusieurs choses, comme si j'étais en live, soit tout de suite ou très vite, il y aura quelque chose qui va s'ébaucher. Ok. Tu enregistres, en fait, tu laisses tourner, t'improvises, et derrière, tu reviens récupérer ce que tu préfères, c'est ça? Oui, en fait, disons que je vais improviser en enregistrant des clips. Et ensuite, quand j'ai plusieurs clips, et là, je me dis, ah, ok, je vais peut-être assigner certains effets à ma table de mixage. Et puis en même temps, je vais utiliser le push. Et puis je vais lancer, comme certaines personnes font ça en live. Oui, pardon. Ouais. Même la structure, du coup, j'improvise comme si tu jouais en live. C'est ça. Et ça te donne un truc. Ouais. Ok. Ouais, la structure est un. Ouais. En fait, j'ai aussi besoin. J'ai besoin de corps, beaucoup. Peut-être parce que du coup, comme je suis beaucoup dans ma tête en dehors de la créa, du coup, la créa, c'est le moment où j'ai envie d'être dans mon corps et de jouer. Et donc ça vient de le ressentir par la gestuelle et le moment présent, ce qu'on appelle le kairos en philosophie, donc saisir l'instant présent dans l'impro, quoi. J'avais le Zeitgeist, c'est ça ou pas? Non, c'est l'esprit du temps, le Zeitgeist en allemand. Ah oui, ok. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. C'est un festival aussi. Bonsoir, ami philosophe. On n'a peut-être pas assez développé sur ton setup live, qui a du coup une place assez importante dans ton projet. C'est un truc auquel tu tiens, le fait de
c'est un peu ce qu'on vient de dire, quoi. Ce retour au corps pour toi et le versant très instinctif du coup de Mashka. Mais du coup très techniquement, pour casser un petit peu cette philosophie, comment tu as organisé ta session et ton setup, avec quels outils tu travailles? Ouais, merci pour cette intro sur live parce que c'est très juste. Alors j'ai depuis 1 an et demi, j'ai décidé de faire une trame narrative, dans le sens où c'est très composé. Donc j'ai autant les enchaînements que les compositions sont déjà là. Après ça me... Pourquoi? Parce que t'avais envie d'avoir une efficacité par rapport à ça? J'avais envie de développer la scène. Parce que en étant avant à gérer plusieurs choses, enfin, je gère encore plusieurs choses, mais moins. Plus des fois un peu le mix, enfin plein de choses. C'était compliqué d'être vraiment présente, justement dans le corps en fait, au public. Et en tant que désormais chanteuse, j'ai besoin d'avoir un ancrage et j'ai besoin d'avoir une conscience et une présence au public que je pouvais pas me permettre en étant comment on m'appelait déjà, le poulpe. On me disait avec plein de tentacules. À vouloir tout contrôler. C'est ça. Donc j'ai voulu restreindre pour être plus comme voilà, comme si j'avais des musiciens qui m'accompagnaient en fait. Et j'ai des parties qui sont mes instruments et qui sont jouées du coup par moi en live. Ça me permet d'avoir des temps d'aération, peut-être de communication parfois avec l'audience. Parfois juste d'improviser peut-être un petit peu aussi. Et à terme, en fait, j'aimerais vraiment mélanger ce setup avec des musiciens en live, donc notamment ceux qui m'accompagnent en studio sur certains projets. Ça serait trop bien. Et ouais, ce serait... Je me suis dit ça en écoutant, alors pardon, je triche encore, c'est Gold Day, je crois, qui est très jazz, très free jazz, là. Mais si t'avais ça en live, je serais barjo, quoi. Je le joue en live, et beaucoup. D'ailleurs, c'est un morceau, en général, c'est très cool de le jouer. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je sens que j'ai envie d'avoir les musiciens avec moi sur scène. Après, voilà, c'est toute une économie aussi de jouer en groupe ou en solo. C'est des scènes aussi différentes. Moi, je viens quand même de la scène électronique, c'est là où j'ai mon réseau. C'est aussi une scène que j'aime pour plein de raisons. Après, jouer dans des SMAC avec un groupe, c'est pas le même réseau, c'est pas les mêmes enjeux. Et donc voilà, voilà, encore une fois, je pense que ça se fera naturellement. Enfin, plus ou moins, mais voilà, il y a des choses qui prennent du temps. En tout cas, mais c'est ça en termes d'objectifs, ça en est un. Trop bien. Et sur quoi tu improvises alors en live? Sur quel type d'instrument? Flûte traversière, chant avec des effets. Donc je peux moduler, pardon. Maudit n'existe pas. Moduler les effets sur ma voix. Des fois, il peut y avoir du glitch, de delay, de la synthèse granulaire, ça varie. Et puis, du coup, synthé, j'ai mon micro-Korg, où j'ai designé pas mal de presets, pas mal d'orgues, différents types d'orgues, et des pads. Je crois que c'est globalement ce que je... Ouais, pads et orgues, c'est mes valeurs sûres. Tes goûts sûrs. Et comment tu travailles ces rythmiques breakées? C'est beaucoup de sampling qui vont avec cette esthétique-là aussi, de toute façon, mais comment tu travailles tout ça? C'est du sampling. Alors du coup, j'ai plusieurs layers. Donc il y a des breaks, disons amen break typiques, sous toutes ces formes que je vais du coup triturer. Et après, je vais l'accentuer puis faire beaucoup de layers avec des samples, des micro-samples du coup de batterie. Récemment, là, je travaille plus avec Addictive Drums, qui est hyper intéressant. Déjà, l'interface est super cool. Enfin, on voit vraiment le setup de la batterie. Le nom me dit quelque chose, mais je vois plus. Ça te permet de faire des batteries réalistes? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, on voit vraiment... il y a une représentation en fait, visuelle de la batterie du kit, drum kit. Donc ça, c'est assez cool. Ça te permet d'ajouter donc des sons de batterie acoustique en layering par-dessus tes samples de break. Voilà, c'est ça. Okay. En fait, voilà, c'est beaucoup de layering. Ça, ensuite, maintenant, plus travailler avec des gens qui font... dernier album, c'est batterie acoustique. Mais là, dans celui qui arrive, c'est percussion.
Après, c'est toute une autre comment dire, un autre univers en fait d'enregistrer des percussions aussi. Donc là, je suis en train de diguer ça. Et puis j'utilise pour le aussi, prochain opus, donc. c'est ça, Ok. qui sera sur le feu. Et donc plus de percussions, musique, plus de références musique trad. Ouais. Et tu bosses avec des nouveaux musiciens ou tu reprends un peu ce crew-là? Tu changes l'équipe Ouais, à je chaque change opus? l'équipe. Pas totalement parce Quel qu'il y a, luxe. il y a Antoine qui reste à la basse parce que, enfin après je veux pas trop m'avancer tant que tout n'est pas fini, mais Ok. a priori parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Et après il y aura d'autres gens dans l'équipe. Ouais. Et notamment j'ai voulu plus mélanger de gens qui viennent pas forcément de la musique électronique pour avoir un aspect plus fusion. Parce que c'est ça mon, disons, objectif esthétique. Et autant pour la scène que le studio, c'est une musique fusion, dans ce sens électronique et instrumentale trad, comme il y a eu le jazz fusion avant, entre des musiques trad et le jazz classique. Donc ça, c'est ma dynamique du moment. Hâte de découvrir la suite de cette série. Aujourd'hui, ton objectif, c'est vraiment de développer le projet Mashka, donc, et si on va un peu plus loin, qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, tu t'es posé cette question? Parce Oui, qu'elle n'est pas facile. un peu, enfin, je pense que j'aurai des enfants. Non, c'est pas oui, donc il y a les sorties de ces EP-là, de ces cycles, en parallèle de peut-être d'autres que je compose en ce moment. Il y a surtout, je pense, mon main goal, c'est l'entourage. Donc c'est continuer à m'entourer de gens que j'estime et qui portent le projet avec soin. Donc ça c'est quelque chose que je continue à développer. En alimentant ton goût pour la multidisciplinarité. Exactement. Les Et, croisements avec donc la danse, l'image, la philosophie. oui, et en fait, voilà, et du coup, autant les albums, enfin le cycle d'EP que la pensée du live que j'aimerais pour l'avenir s'ancre dans le fait de faire collaborer différents corps de métier. Donc effectivement, la danse, c'est hyper important pour moi, enfin dans ma pensée de la musique, en tout cas, du corps. Et aussi des musiciens acoustiques avec de l'électronique, la question des décors, des atmosphères. Donc après, voilà, ça vient forcément avec des lumières, mais pas que. Donc ça peut être du textile, tout ça. On n'a pas parlé sur le live, tu as parlé d'une dimension visuelle aussi? Oui, on a fait un live audiovisuel avec l'artiste Symbiose, qui est basé à Lyon. Il avait construit une structure qui ressemblait entre une couronne de plumes et une sorte de soleil levant, et sur lequel étaient projetées beaucoup de textures qu'il avait filmées, glitchées, et puis qui mettaient en rythme en temps réel sur la musique. Ok. Et ça, c'est un projet qui était très chouette. On l'a fait en captation au Croiseur à Lyon. Et on l'a joué sur Clubbing TV et au Théâtre 71 à Malakoff. Donc c'est un projet qui est un peu en stand-by parce qu'on a tous les deux pas mal de choses à faire de nos côtés respectifs. Oui, j'allais dire, tu parles au passé, c'était un... Ouais, c'est plus quelque chose qui demande une prod et qui demande aussi d'avoir des dates ensemble pour pouvoir... Oui, le projet, c'était de le tourner, et donc oui. il faut le vendre. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, ça demande du temps. Ouais, voilà, c'est un métier, quoi. D'ailleurs, t'es indépendante, ça sort de manière indépendante. Oui, là, par exemple, cette série et... j'ai fait 2 accompagnements artistes ces 2 dernières années. Le dernier, c'était Women Beats, du coup, qui sont à Paris. Et après, j'ai une manageuse, j'ai un entourage, disons, de techniciens, techniciennes, de conseillers, conseillères. Après, je suis totalement indépendante, oui, sur le booking et la production, enfin, le label. J'ai ma propre boîte de prod. Ceci dit, j'ai des propositions du coup pour le prochain cycle, et ça, c'est des choses que je réfléchis en ce moment, parce que autant j'aime l'indépendance, autant si c'est pour travailler avec 2 gens, il faut que ce soit vraiment comme une famille. Après, je suis peut-être aussi idéaliste sur ça, mais j'ai besoin que ça fasse vraiment sens, pas que pour des raisons économiques.
Voilà, pour des raisons. Oui, il faut humaines. que tu t'y retrouves et je pense qu'on a compris ta sensibilité le long de cette conversation et l'importance que ça a pour toi. Ouais. J'aime bien, ce serait quoi ta définition du succès pour toi? D'apporter de la tranquillité aux autres. On reste là-dessus. Ok. Si tu pouvais revenir en arrière et soit faire quelque chose différemment, soit te donner un conseil, est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être que tu ferais plus tôt ou que tu ne ferais pas, tu vois? Dans ma carrière en général. Ouais, dans le parcours, ouais, voilà. Ah, parce que moi j'étais en train de revenir à l'origine de l'humanité, enlever la méchanceté de l'être humain. Ah non, un truc par comme rapport ça. à toi. Ah, par rapport à toi. Oui, d'accord. Dans ton développement, on va dire. Très simplement, je pense, c'est s'écouter. Apprendre à... Ok, c'est très bien d'apprendre à écouter, mais c'est très bien d'apprendre à s'écouter aussi. Les deux en équilibre. Au niveau des envies, au niveau de la musique, les deux? Tout, je pense que c'est important de trouver un équilibre d'ouverture, de savoir écouter, de savoir se remettre en question, mais aussi de savoir suivre son intuition et de lui faire confiance et de pas se laisser trop déstabiliser par des injonctions contradictoires ou d'être trop influençable. Donc c'est un équilibre entre l'ouverture et la fermeture, je dirais ça. Si tu avais une autre vie, mais en fait t'en as déjà plusieurs en une, j'ai l'impression. Si tu avais une autre vie, qu'est-ce que tu rêverais d'être ou qu'est-ce qui te ferait marrer? J'ai 30 000 réponses à cette question. Eh oui. J'aimerais bien essayer ça et ça et ça. Mais ces dernières semaines, je me serais bien vue modiste. Comment? Modiste, c'est les gens qui fabriquent les chapeaux. Ok. Et voilà, les Comme la chapeaux en mode. feutre. Modiste. Oui, mais c'est vraiment les fabricants de chapeaux. Je connaissais pas ce mot, ok. Ça tient chaud à la tête et c'est important. Oui, enfin les chapeaux, je connaissais. Et les fabricants de chapeaux s'appellent les modistes. Ouais, les Ok. modistes. Eh ben, on apprend des choses. Un album, un bouquin ou une ressource web qui t'a accompagné et que tu pourrais partager. J'en ai plusieurs pour le coup, mais en site Discogs et Audiofanzine, j'ai beaucoup lu d'articles sur Audiofanzine qui m'ont aidé à comprendre pas mal de choses. Discogs, Moi aussi, ouais. Et j'en profite pour leur rendre hommage parce que c'est une sacrée ressource et assez infinie et avec la communauté aussi d'utilisateurs, les forums. C'est super. C'est vraiment fantastique. Merci Audiofanzine. Ouais, merci Audiofanzine. Et Discogs pour les styles musicaux, la compréhension aussi de comment... parce qu'on peut faire des recherches par territoire et par décennie, donc c'est assez intéressant pour comprendre un peu... l'évolution de la musique électronique, je dirais. Et ça, c'est surtout le côté DJing, mais après, ça nourrit plein de choses. Ouais. Et en livre... en livre, j'en ai plein qui viennent. Mais du coup, il y a Le bûcher du prince Wenwei, qui est un livre sur la musique électronique qui parle des gestuels, du sampling comme une extraction d'un corps... Enfin, il y a plein d'idées, plein d'images sur la musique électronique qui sont très parlantes. Pourtant, je suis un gros digger de bouquins sur la musique électronique et j'ai jamais entendu parler de celui-là. Trop cool. Le bûcher du prince Wenwei. Ok. Donc vraiment par rapport au geste? Oui, du geste, du corps. Mais après, il y a plusieurs séries de... Enfin, c'est comme des petits articles. Ok. Ouais, Audimat après. Audimat, c'est... Le magazine. Ouais, c'est grave. super cool. Merci beaucoup, Éléonore. C'était super, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. De rien, avec plaisir. Et merci. À très bientôt. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Paul qui m'a aidé à préparer cet épisode. Merci, Paul. Et à très vite sur un prochain épisode d'En Phase. Bye bye. In Phase.